Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus Kili. Aujourd'hui c'est la vidéo de fin de mon Pumpkin Autumn Challenge, le dernier update lecture, et je vais commencer en vous parlant de Oraison. J'avais placé ce livre dans le menu Automne douceur de vivre et la catégorie 2 citrouilles en valent mieux qu'une, où il fallait lire une duologie ou en commencer une ou en terminer une. Donc j'avais pris Oraison de Samantha Bailly, l'intégrale des 2 tomes. Je ne pensais pas que j'aurais le temps de le terminer, mais au final j'ai pu aller au bout de cette histoire. L'histoire se passe en Eldarion, là où la mort est un commerce, et un commerce qui peut rapporter gros. Mais quand celle-ci s'abat sur la famille Manérian, c'est toute une succession d'événements qui s'enchaînent. Trahison, complot, secrets révélés, la famille éclate et rien ne sera plus pareil. C'est un livre très axé sur la religion, mais une religion inventée par l'auteur, et j'ai d'ailleurs beaucoup aimé le soin et le détail qu'a apporté Samantha Bailly. C'est une religion tournée vers les étoiles, ce qui en ressort un côté très mystique et poétique, alors que la réalité est beaucoup plus sombre. Les personnages évoluent dans un monde mercantile où même la mort est un commerce. L'ambiance y est donc assez glauque et noire, ce que j'ai beaucoup aimé. J'ai en revanche été moins conquise par l'écriture de Samantha Bailly. Je l'ai trouvée assez classique, sans pouvoir y discerner le caractère ou la patte de l'auteur. Et ce qui m'a énervé avec les personnages des 2 sœurs, c'est que j'avais l'impression qu'elles étaient toujours là pour subir. Même si elles entreprennent des choses pour se rendre plus fortes, il y a toujours quelque chose ou une situation pour les rendre faibles. Il faut toujours qu'elles aient besoin d'une aide extérieure, donc j'ai trouvé ça un peu dommage et surtout frustrant. Donc pour moi, dans l'ensemble, ça a été ni une mauvaise lecture ni une bonne lecture. J'ai trouvé le tout très moyen. Que ce soit au niveau du caractère des personnages, l'histoire ou l'univers, il n'y a rien de très brillant, mais je ne veux pas dire que c'est mauvais pour autant. C'est un livre à lire si on n'a pas envie de se prendre la tête, car même les révélations, on les comprend à l'avance et le tout reste très classique. Pour la deuxième catégorie du menu Automne frissonnant, le portrait du mal, j'avais pris Que la mort soit douce de Laetitia Danaï. Catel est une jeune fille qui voit les fantômes. Cela va lui causer plusieurs désagréments auprès de sa famille. Un jour, alors qu'elle tente de vivre plus ou moins normalement, un dilemme va lui être imposé. La mort ou devenir une Santa Muerte. Alors déjà un petit mot sur la mise en page qui est vraiment magnifique. J'ai beaucoup apprécié les illustrations qui entrecoupent chaque chapitre. Concernant l'écriture de Laetitia Danae, elle a une plume très fluide et agréable à lire. Et pour l'histoire, elle était plutôt surprenante. Enfin, plus que l'histoire, c'est surtout l'univers qu'elle a créé que j'ai beaucoup apprécié. L'histoire est divisée en 3 parties. Pour la première, on est plutôt dans une ambiance classique d'ado lycéen, où j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de clichés. Ce n'est pas la partie la plus palpitante, mais je ne peux pas dire que je me suis ennuyée. Après, sur la deuxième partie, on part sur un côté fantastique plus prononcé, car on découvre enfin le monde des morts. Puis la dernière partie s'ouvre sur une enquête qui rend l'intrigue beaucoup plus intéressante. Sauf qu'entre la partie lycéenne et l'arrivée de Catel dans le monde des morts, il y a une ellipse d'environ 12 ans. Donc j'étais un peu déçue et surprise de cela, car j'aurais bien aimé assister à l'arrivée de Catel dans ce nouvel environnement. Puis même si l'auteur arrive dans la deuxième partie à bien nous faire appréhender ce nouveau monde, et qu'elle nous donne aussi pas mal d'éléments, il y a d'autres choses qui restent quand même pas mal floues. Par exemple, pour moi, je n'ai pas bien saisi quelles étaient les grandes différences entre les Santa Muerte, les faucheuses et les encous. J'avais l'impression qu'ils faisaient quand même tous un peu la même chose. Ensuite, la troisième partie a vraiment été la plus intéressante pour moi, car c'est celle qui donne le plus de mystère à l'histoire et qui me donne envie d'aller poursuivre le tome 2 pour savoir d'où vient cette menace. Après, pour comparer avec Cemetery Boys, j'ai trouvé que le folklore d'Amérique latine n'était pas très présent. On le retrouve un peu à la fin du livre, mais sinon pour le reste, tout ce qui concerne les Santa Muerte et le monde des morts, c'est surtout l'auteur qui le revisite à sa façon pour créer son propre univers. Et ce qui m'aura surprise et fait sourire, c'est que dans le monde des morts, ils sont quand même super connectés, et pas qu'au niveau spirituel. L'auteur a su donner un côté moderne et décalé à la mort que je trouvais assez comique. Donc j'ai pas mal apprécié cette lecture, même s'il s'agit d'une grosse introduction, et je pense que ça va plus se corser dans le tome 2. Ensuite, pour le prochain livre, je vais vous parler de Cemetery Boys d'Aiden Thomas. J'avais placé ce livre dans la première catégorie du menu automne rayonnant et qui avait pour mots-clés LGBTQI+, amour de soi, diversité, inclusivité. Dans ce livre, on suit Adriel, un personnage trans qui veut prouver à sa famille qu'il a bien le pouvoir d'invocation des hommes et non de celui de guérison des femmes. Lorsque son cousin vient à disparaître, il va y trouver une bonne opportunité de montrer ses capacités, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu.
J'ai trouvé que Cemetery Boys était une belle histoire sur la tolérance et l'ouverture d'esprit, mais malheureusement gâchée par le travail éditorial. Je n'ai pas trouvé celui-ci suffisant. Alors déjà, pour les termes espagnols laissés dans le texte, alors oui, ça donne un côté très immersif, mais tout le monde n'est pas bilingue espagnol. Je pense que ça aurait été pas mal de mettre des notes en bas de page pour avoir la traduction. Car déjà moi-même qui avais fait de l'espagnol en LV2, il y avait certains termes que je ne comprenais pas. Donc je me suis mise à la place de ceux qui n'avaient jamais fait d'espagnol de leur vie. Eh bien, je pense que ça devait être un peu dur. Et lire une histoire avec un dico à côté, c'est pas forcément l'idéal. En plus de ça, je n'ai pas été fan de la traduction. Je trouve qu'il y avait des constructions de phrases un peu spéciales. Je butais sur certaines phrases, les détails, ce n'était pas fluide. Et puis il y avait aussi pas mal de coquilles. Du coup, ça n'a pas du tout aidé pour me plonger dans cette histoire. Après, j'ai quand même bien aimé l'ambiance qu'a instauré Hayden Thomas dans ce roman. Tout le folklore d'Amérique latine y est très bien retranscrit. On découvre le culte de la fête des morts et ses rites, et l'auteur a bien su mélanger le monde des vivants à celui des morts. Quant au pouvoir magique des personnages, ils sont très appréciables sans pour autant être omniprésents. L'histoire va nous mener dans une enquête, mais celle-ci a été pour moi un peu le bémol de ce livre, car malgré l'urgence du timing, il y a pas mal de scènes qui n'ont rien à voir avec l'enquête, des scènes qui sont plus là pour montrer les relations entre les personnages. Du coup, j'avais du mal à ressentir l'urgence, car oui, la dynamique du livre est plus concentrée sur la relation entre Yadriel et Julian. Et ils sont tous les deux très touchants et sympathiques. J'ai beaucoup aimé le côté comique de Julian, avec le fait qu'il emploie des mots qui n'ont rien à voir avec leur sens. Par contre, j'ai trouvé son attitude un peu too much sur la fin, avec son côté protecteur un peu trop développé. Mais mis à part ça, le livre aborde pas mal de thématiques intéressantes. Bien évidemment celui de la transsexualité, de l'acceptation de soi et de son identité envers sa famille et les autres, d'arriver à faire bouger les choses et de briser les traditions. Bref, Hayden Thomas souffle un vent de modernité sur le culte de la fête des morts, avec des personnages qui sortent de la norme, un livre plein de fraîcheur et de bienveillance. Ensuite, toujours pour le menu automne rayonnant, mais sa deuxième catégorie, j'avais pris L'arpenteuse de rêve d'Estelle Fay pour son côté écologique. Miri a le pouvoir de s'immiscer dans le rêve des autres, mais ce pouvoir a causé la mort de sa sœur. Depuis, Miri s'interdit d'utiliser ce don et s'empêche de rêver grâce à une plante interdite, la Nerfolia. Mais une pollution inquiétante se répand en ville et d'étranges fantômes apparaissent. Pour sauver sa ville et ses amis, Miri ne va pas avoir d'autre choix que de redevenir une arpenteuse. Alors j'avoue avoir été déçue de ce livre, sans doute parce que j'avais trop d'attentes. Je pensais que ça allait être une histoire où j'allais beaucoup accrocher, mais en fait, pas vraiment. Je n'ai pas trouvé le lien rêve et écologie très cohérent. J'avais plus l'impression que l'auteur avait voulu aborder deux thèmes, mais qu'elle n'avait pas forcément réussi à bien les relier entre eux. L'histoire est aussi un peu cliché avec son élu déguisé et qui est bien entendu orpheline. Puis ça manquait d'antagonisme marquant pour moi. On en rencontre plusieurs au cours de l'histoire, mais ceux-ci ne sont pas forcément très charismatiques ni très menaçants. Donc au final, j'ai jamais trouvé que l'héroïne avait une vraie opposition face à elle. Ça se déroulait un peu trop facilement et sans doute aussi un peu trop vite, ce qui fait que je n'ai jamais vraiment réussi à bien me plonger dans cet univers. Je ne me suis pas non plus spécialement attachée au personnage, mention spéciale quand même à Colombe, un personnage muet, et sinon pour les autres ils sont tous sympathiques, mais sans plus. Au final tout va tellement vite que j'avais l'impression que l'auteur avait tout traité de manière superficielle. À un moment il y a même un personnage qui tente d'embrasser l'héroïne, celle-ci le repousse, et à vrai dire, je ne sais même pas pourquoi ce personnage a tenté de faire ça, car à aucun moment avant il y avait un détail ou quelque chose qui aurait pu faire croire que l'héroïne avait des sentiments ou qu'elle avait envie d'une relation plus qu'amicale. Donc c'est vraiment très bizarre, et c'est le genre de détails qui font que les choses ont été traitées vraiment sans profondeur. Donc bref, l'ensemble est sympathique, mais un peu trop attendu à mon goût. Je m'attendais vraiment à plus que ça. Et enfin, pour clôturer ce Pumpkin Autumn Challenge, je vais vous parler du livre que j'avais mis dans le menu Automne douceur de vivre pour la catégorie des livres audio.
Et c'était le tome 3 du Sorceleur, le sang des elfes d'Andrzej Sapkowski. La princesse Ciri est l'unique survivante du royaume de Cintra. Après s'être enfuie, elle a croisé la route du Sorceleur et celui-ci l'a pris sous son aile. Et de la protection, Ciri va en avoir bien besoin, car ses pouvoirs vont attirer bien des convoitises. Globalement, dans ce tome, j'ai trouvé qu'il y avait moins d'action que dans les 2 précédents tomes qui regroupaient les nouvelles. Le début de ce roman est un peu étrange. On va dire que certains personnages rencontrent des problèmes vraiment de l'ordre du quotidien. En tout cas, l'auteur prend grand soin de nous présenter ces personnages, on en apprend plus sur eux, ainsi que sur la guerre contre Nilfgaard. Par contre, l'auteur nous fait toujours ses allers-retours temporels, et ça m'a laissé un peu perplexe, car je ne suis pas sûre que le procédé soit forcément très utile. Mais bon, même si les éléments dans ce tome ne sont pas forcément les plus palpitants, j'ai aimé me replonger dans l'univers du Sorceleur, et j'ai aussi beaucoup aimé les passages entre Ciri et Yennefer. J'aime beaucoup leurs caractères respectifs, leurs relations, et leurs dialogues étaient aussi parfois assez piquants et comiques. Voilà, c'en est fini de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous aussi vous avez participé au Pumpkin Autumn Challenge, eh bien j'espère que vous avez fait de belles découvertes. Et comme d'habitude, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous.